Yaorana Tato Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler aujourd'hui de l'eau, source de vie. Mais savez-vous comment est-ce que l'eau arrive potable jusqu'à notre robinet? Voyons ça avec Mathieu Dezêtre, directeur général de la Polynésienne des eaux Yarana. Yana. Robin Gandon, directeur adjoint du département eau potable de la SPCPF. Yana. Et enfin, Glenda Mélix, ingénieur du génie sanitaire et responsable du centre de santé environnementale. Yorana. Alors, on va commencer avec toi, Mathieu. On parle de la Polynésienne des eaux. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de toute l'eau de Tahiti? Ah non, la Polynésienne des eaux, c'est juste le nom de l'entreprise qui assure la distribution de l'eau potable et la gestion de l'assainissement pour certaines collectivités lorsqu'elles nous sollicitent dans le cadre de contrats, de demandes bien spécifiques. Donc, on va dire que vous êtes un des maillons de la chaîne. On est un acteur parmi tant d'autres, autres entreprises ou collectivités ou gouvernements qui travaillent sur le sujet de l'eau potable et de l'assainissement. Justement, en face de toi, il y a Robin qui fait partie de la SPCPF. Qu'est-ce que c'est? Alors le SPCPF, c'est donc le syndicat pour la promotion des communes. C'est un syndicat qui assure des missions pour le compte de 46 des 48 communes de Polynésie, donc quasiment toute la Polynésie. Et nous, au niveau de l'eau potable, on travaille avec 30 communes, majoritairement dans les archipels, donc aux Australes, aux Marquises, aux Tuamotu, aux îles Sous-le-Vent. Et pour le compte de ces communes, on assure de l'ingénierie, on fait des études, du suivi de travaux et beaucoup d'assistance à l'exploitation pour ces communes pour qu'elles puissent distribuer de l'eau de qualité à leur population. Et enfin, un des derniers acteurs, c'est le centre de santé environnementale. Glenda, qu'est-ce que c'est ce centre? Alors en fait, on fait partie de la direction de la santé et donc on intervient dans le domaine de la santé publique. Et ce qui nous préoccupe, nous, le centre de santé environnementale, c'est la prévention des maladies liées aux facteurs de l'environnement. Donc du coup, on intervient beaucoup en matière de prévention au niveau des milieux de vie de l'homme, au milieu de l'eau et puis aussi en hygiène alimentaire aussi, hygiène des aliments. Et donc, notre préoccupation, c'est vraiment de protéger la santé de la population par rapport à ces facteurs de l'environnement. Alors, tu es responsable du centre de santé environnementale, mais tu es aussi ingénieur du génie sanitaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, l'ingénieur du génie sanitaire, c'est un métier où on est formé en France, à l'école de santé publique de Rennes. Et d'ailleurs, en métropole et aussi en Outre-mer, dans les DOM, il y a pas mal d'ingénieurs du génie sanitaire et donc on est les chefs de ces services de santé environnementale et on met en œuvre toutes les actions de prévention donc de ce que je disais pour prévenir toutes les maladies liées aux facteurs de l'environnement, liées aussi à la consommation d'eau non potable, à la baignade dans des eaux polluées. Donc notre objectif, c'est vraiment la protection de la santé de la population. Alors, rentrons vraiment dans le vif du sujet, du processus. Mathieu, d'où nous vient l'eau que nous buvons? L'eau que l'on boit vient du milieu naturel. Ensuite, il y a différents types d'eau que l'on capte. Du plus simple, on va dire, et qui nécessite le moins de traitement, ça va être l'eau souterraine, soit des forages ou des galeries horizontales comme on peut avoir dans la vallée de la Fatawa. Il peut y avoir du captage en rivière qui va nécessiter un peu plus de traitement. Et puis, le plus compliqué va être de prendre l'eau de mer, désalinisé l'eau de mer, comme on le fait à Bora Bora, qui nécessite là, sur ce coup-là beaucoup plus de traitement pour la rendre potable, enlever le sel, pour s'assurer qu'elle soit potable lorsqu'on la met dans le réseau d'eau potable et qu'elle aille jusqu'au compteur de l'usager. Et principalement, c'est quoi la source principale de l'eau potable ici en Polynésie? Ça va dépendre, je me répète, désolé, ça va dépendre de l'île, ça va dépendre du périmètre. Si je prends l'exemple de Papeete, 95% de l'eau vient de la vallée de la Fatawa. D'accord. Donc ça va être soit des forages horizontaux directement dans la roche volcanique, où on va capter des veines d'eau, soit la Fatawa elle-même via des galeries drainantes, donc c'est des tuyaux qui sont posés à côté de la rivière et qui va capter l'eau. Et donc là, on va avoir une eau facile à traiter. Si on prend l'exemple de Moorea, on va avoir tout type d'eau, du forage, de l'eau de surface avec des captages où on capte l'eau de surface, mais une eau qui peut être beaucoup plus turbide. C'est le trouble de l'eau, on en parlait, c'est l'eau chocolat. Ça, il faut la traiter, c'est une eau qui est moins simple à traiter pour la rendre potable.
Donc ça va vraiment dépendre de chaque île. Si on va sur les Tuamotu, et Robin en parlera mieux, c'est l'eau de pluie ou l'eau des lentilles sur les Tuamotu. Voilà, c'est très variable. On a vraiment une typologie d'eau qui est très très variable en fonction des îles sur lesquelles on est. Et justement, Romain, quelle est la responsabilité des communes finalement dans la gestion de l'eau potable? En fait, les communes, elles ont une obligation réglementaire qui est de garantir un service de distribution d'eau potable à la population. Et donc, voilà, je rejoins un petit peu ce que venait de dire Mathieu, c'est qu'effectivement, chaque archipel de notre Polynésie a son contexte. Il n'y a pas de rivière au Tuamotu. Par contre, on a de la pluie. Et ça, du coup, c'est déjà une ressource qui est ancestrale. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on discute, on se rend compte que aujourd'hui, quasiment toutes les communes des Tuamotu sont équipées pour avoir des fontaines publiques qui distribuent de l'eau potable à la population. Donc oui, il y a encore des efforts à faire pour que cette potabilité elle soit là toute l'année. Il y a beaucoup de petites difficultés qui sont liées à l'éloignement, le fait qu'on n'a pas des avions tous les jours, etc. Mais voilà, du coup, chaque archipel a un petit peu son mode de distribution. Aux Marquises, on a quelque chose qui est un petit peu mixte sur les communes qu'on accompagne. On a de l'eau au robinet, des fontaines. Et voilà, aux Australes, on est plus sur une distribution type ce qu'on a à Tahiti, de l'eau potable au robinet chez tout le monde. Et justement, ça rejoint un petit peu ma prochaine question, sans vouloir polémiquer. Pourquoi est-ce que dans certaines communes, il n'y a pas d'eau potable les jours de forte pluie ou comme le disait Mathieu, l'eau chocolat? Effectivement, il y a, là, dans ce que tu dis, il y a un petit peu de deux choses. Il y a, lors d'événements météorologiques particuliers, on a des fortes pluies. Parfois, les installations de traitement que la commune a mis en place ne sont pas suffisantes pour faire face à l'arrivée d'un torrent de boue dans les installations de traitement. Et bon, pour ne pas couper l'eau courante chez les gens, on peut avoir de l'eau chocolat au robinet, ce qui arrive encore même sur Tahiti. Par contre, après, il y a d'autres communes aujourd'hui qui même sans grosse pluie ne distribuent pas encore d'eau potable. Et là, on a des raisons très très diverses. Mais je tenais aujourd'hui sur ce plateau à souligner qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune qu'on accompagne au SPC qui n'est pas dans une dynamique de potabilisation de son eau. Glenda, est-ce que c'est dans ce genre de cas que le centre de santé environnementale peut intervenir? Oui, en fait, comme je disais, notre rôle est de protéger la santé des populations, donc de veiller à ce que l'eau potable soit distribuée par les communes. Et c'est comme ça que nous, ensuite, on contrôle la qualité de l'eau distribuée. Nous-mêmes, on fait des analyses officielles, mais aussi au niveau de la réglementation, les communes ont une obligation de contrôler elles-mêmes la qualité de l'eau qu'elles distribuent. Et là, en fait, du coup, en fin d'année, on fait un classement de la qualité de l'eau au niveau de chaque commune. D'ailleurs, on vient de publier les résultats, le bilan 2023. Et du coup, on voit qu'effectivement, dans les analyses, il y a parfois des résultats qui ne sont pas bons. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe, un contrôle? Comment est-ce qu'on s'assure que l'eau est potable? Alors, en fait, du coup, ça se passe par un prélèvement. Nous-mêmes, dans nos analyses, dans nos contrôles, on a des agents qui vont prélever. Et ensuite, on dépose à notre laboratoire d'analyse. Les communes font pareil. Et puis après, on lit les résultats. Et ensuite, on interprète les résultats par rapport aux normes de potabilité fixées réglementairement. Donc, il y a des analyses de routine, au niveau plutôt une analyse de la qualité microbiologique. Parce que c'est ça qu'on surveille en permanence. Directement chez les gens, du coup? Non, donc dans les prélèvements. Directement dans les prélèvements. Voilà, donc du coup, on regarde si les normes de potabilité sont respectées. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand les prélèvements ne sont pas conformes, c'est plutôt un problème de qualité microbiologique avec la présence de germes témoins de contamination fécale. Donc, quand il y a une eau turbie de chocolat, on est sûr que de toute façon, l'eau n'est pas potable parce que les eaux de pluie ont drainé Mhm. pas mal peut-être des matières fécales venant d'animaux.
Et qu'est-ce qu'on risque quand l'eau n'est pas traitée? Qu'est-ce qu'on risque si on la boit? Alors, donc, quand elle n'est pas traitée, ça veut dire que susceptibilité de présence de germes témoins de contamination fécale. Et puis après, c'est toutes les pathologies liées à la consommation d'eau non potable. C'est des problèmes de gastroentérite. Voilà, donc c'est plutôt ça en fait. Mathieu, tu veux réagir? Oui, je veux compléter en effet. Alors, tu parles des résultats de 2023. Oui. Il faut noter quand même que c'est en amélioration. On a aujourd'hui 12 communes sur 48 qui délivrent une eau potable. Alors, certaines, c'est 95% de l'année ou un peu plus, mais c'est quand même des bons résultats, il faut le souligner. Néanmoins, on n'est qu'à 60%, je crois 63%. 63, oui, parce que de la population qui a accès à de l'eau potable, et ça, c'est encore insuffisant. Alors, Robin, tu parlais de Tuamotu, ça sera toujours compliqué. Tu parlais aussi de Tahiti, où là, il peut y avoir des efforts qui peuvent être réalisés. Quand on parle de l'eau turbide, de l'eau au chocolat, sur Montréal est traitée cette eau au chocolat. Donc, il existe des solutions techniques pour faire en sorte que même quand l'eau est chocolat dans la rivière, elle ne le soit pas au robinet, parce qu'on a des systèmes de traitement qui permettent de la rendre potable. Et justement, comment on traite cette eau? En fait, on accélère ce qu'on fait nous sur Montréal, on accélère un phénomène naturel qu'on appelle la décantation, c'est faire tomber toutes les matières. La turbidité de l'eau, c'est des matières en suspension, c'est un trouble. Et donc on accélère ce phénomène naturel pour le faire tomber. Et une fois qu'il est tombé, on a une eau qui est potable avec un trouble très faible pour qu'on puisse la chlorer. Parce que si, ce que disait Glenda, si tu chlores une eau chocolat, de toute façon tes bactéries elles sont dans le trouble, on va le dire comme ça. Et donc ton chlore il ne pourra pas attaquer les bactéries. Et donc l'objectif d'enlever ce trouble, c'est de pouvoir ensuite chlorer. Alors des fois ça ne plaît pas, certaines personnes le chlorent, mais c'est quand même la plus grande avancée en matière de santé publique dans le monde, qui est portée par l'OMS. Donc on peut quand même se satisfaire, en tout cas d'être content de pouvoir chlorer l'eau, parce que c'est une vraie avancée en matière de santé. Et donc on chlore l'eau pour la rendre potable, parce que le chlore c'est le seul élément qui permettent d'avoir une eau qui est potable du début, là où on la met dans le réseau, jusqu'au robinet. Et d'avoir une rémanence aussi de traitement de l'eau en fait. Robin, je me tourne vers toi, on parlait des Tuamotu depuis tout à l'heure, c'est un exemple concret. Donc comment ça se passe là-bas? On prend l'eau de pluie et on la boit directement, elle est potable? Non, effectivement, du coup, les systèmes qui sont mis en place au Tuamotu ont été réfléchis avec les communes et les populations pour avoir des systèmes qui soient simples, qui soient robustes, parce que du coup là-bas on est exposé aux 80, au sel en permanence, etc. Donc des solutions trop technologiques de désalinisation par exemple ont été un petit peu des échecs au Tuamotu malheureusement. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que le traitement de l'eau de pluie était assez facile. Il suffit de récupérer l'eau qui tombe sur les toitures dans des grosses cuves, les faire passer dans ensuite un petit système de filtre. Soit on a du chlore, soit on a des lampes ultraviolets qui viennent désinfecter l'eau. Et puis derrière, on a notre petit robinet qui permet aux gens de venir remplir leurs bonbonnes, leurs bouteilles d'eau. Et donc, comme ça, au final, on se rend compte que l'archipel des Tuamotu aujourd'hui est plutôt bien doté de tous ces équipements. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est d'assurer, comme disait Glenda, un programme de contrôle qui soit suffisamment fiable tout au long de l'année pour garantir cette potabilité. Parce que les prélèvements, au final, c'est venir récupérer un petit échantillon qui sort du robinet, l'envoyer par avion à Tahiti et le faire contrôler par un laboratoire. C'est tout simple. Mais ça paraît tout simple comme ça, mais au final, on a beaucoup d'atolls qui aujourd'hui sont dans des situations où c'est pas forcément évident d'assurer toute la logistique qui permet de remplir cet acte d'autocontrôle des communes. Et finalement, Glenda, c'est quoi la meilleure solution? Boire de l'eau de source, par exemple, qui n'est pas traitée, ou de l'eau en bouteille, ou de l'eau de pluie qui est traitée? Comment ça se passe? De toute façon, pour nous, l'eau doit être potable, l'eau qu'on consomme. Donc, quelle que soit la ressource en eau, l'objectif, il faut qu'il soit atteint, c'est-à-dire que l'eau soit potable. Donc, l'eau de pluie, c'est possible de la boire si elle est traitée. Même l'eau de source aussi peut ensuite avoir des traces de contamination fécale. Donc, parfois, il faut la traiter aussi. Et puis aussi, même l'eau souterraine aussi, parfois, lors de leur trajet, au niveau des canalisations peut-être qui
peuvent donc contaminer l'eau. Il y a nécessité même aussi de traiter l'eau de source, de forage aussi. Et le traitement, ça n'a pas d'impact sur le corps humain? Non, alors justement, donc, on disait Mathieu, donc, le chlore, c'est vraiment une avancée phénoménale en matière de santé publique. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui craignent le chlore, en fait, parce que c'est un mauvais goût, etc. Mais en fait, vraiment, la dose de chlore qui est injectée, et puis même la dose de chlore résiduelle qui est exigée par la réglementation, pour que justement, pour avoir l'assurance que l'eau soit potable, il n'y a pas d'impact sur la santé humaine, parce qu'on imagine bien que dans notre estomac, on produit déjà pas mal d'acide chlorhydrique, donc c'est-à-dire qu'il y a du chlore aussi, donc voilà, donc du coup... Parle bien devant ton micro, excuse-moi. Oui, donc du coup, en fait, franchement, l'impact du chlore sur la santé humaine, elle est vraiment nulle comparée au fait de boire de l'eau non potable. Là, l'impact est quand même immédiat et direct, surtout au niveau des jeunes enfants, des personnes âgées, dans les personnes qui ont une faible immunité. Donc là, vraiment, c'était une avancée majeure en matière de santé publique. Mathieu? Quand on parle de chlore, on parle d'une goutte pour 1000 litres. Bien devant ton Quand on micro. parle de chlore, on parle d'une goutte pour 1000 litres. Enfin, ça reste vraiment des dosages très très faibles. Et puis après, moi je dis souvent, si on n'aime pas le chlore, le goût du chlore, parce que ça peut arriver qu'on a un peu le goût du chlore, personnellement, moi je le mets dans une carafe dans le frigo pendant 1 heure, le chlore s'est évaporé et l'eau est très très bonne et il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça, faut vraiment l'avoir. Le chlore pour moi est en effet essentiel pour s'assurer d'une potabilisation de l'eau sur le territoire. Si on revient sur le système d'apport de l'eau potable dans les différentes communes, parfois il y a des sécheresses et donc il n'y a plus d'eau, alors que pourtant il y en a dans les rivières. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, chaque île est complètement différente et même sur une même île, je prends l'exemple de Mooréa, on va avoir une gestion qui va être très différente en période de sécheresse ou nous on aime bien dire d'étiage. Lorsque le cours d'eau, il n'y a plus d'eau, il est plus alimenté soit par les pluies, soit par la source d'origine, on se retrouve sans eau. C'est à ce moment-là où il faut vraiment être très vigilant sur l'utilisation, sur le gaspillage, parce qu'on se rend compte que dans certaines vallées à Mooréa, très rapidement, dès qu'on est en étiage, il n'y a plus d'eau, parce que on a parfois un gaspillage insensé de l'eau. À titre d'exemple, sur le secteur de Vaiava à Mooréa, il y a très peu de temps, on a potabilisé certaines zones, c'est-à-dire on est passé d'une eau non potable à une eau potable. Ça nous a permis de mettre des compteurs pour mesurer et ensuite pouvoir facturer au volume réel les usagers. Et dans la phase de transition, on s'est rendu compte qu'on avait des usagers qui consommaient 1000 à 1500 mètres cubes par mois. Ça veut dire une demi-piscine olympique par mois. Et là, on est clairement dans le gaspillage. Et donc, il faut absolument que les gens soient plus vigilants pour justement que les périodes d'étiage qui existent et qui existeront tout le temps aient le moins d'impact pour l'ensemble, parce qu'il faut partager l'eau dans la vallée. Transition parfaite avec Robin. L'année dernière, Elodie Chalon, une de vos chefs de projet, est venue sur le plateau de Manava en déclarant que le gaspillage était le combat prioritaire. Avant d'aller chercher une autre source d'apport en eau potable, il faut d'abord lutter contre le gaspillage. Pourquoi ? Oui, tout à fait. En fait, un exemple très concret, par exemple, aujourd'hui, la commune de Tahaa a beaucoup de difficultés à assurer la distribution d'eau en permanence pour ses administrés. Donc, du coup, ils subissent des coupures très régulières. Et en fait, quand on analyse, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, la ressource est un petit peu faible. Donc, on a un petit peu de tension côté ressources. Mais il y a surtout des rendements. C'est-à-dire que l'eau qui est potabilisée par la commune et qui ensuite est distribuée dans les tuyaux avant d'arriver chez les gens, on a déjà un fort pourcentage de cette eau qui est perdue. Et ensuite, il y a effectivement aussi du gaspillage domestique. Donc après compteur, même si c'est facturé, on a encore du gaspillage domestique, certaines habitudes dans la vie dure. On voit encore quand on se déplace, nous, régulièrement en mission dans les îles, des gens qui arrosent la route, des gens qui ont un petit peu des usages de l'eau qui sont... qui peut-être maintenant, aujourd'hui, peuvent être un petit peu datés, mais il y a des habitudes qui ont la vie dure. Et donc, qui font que aujourd'hui, ces pertes en eau, elles nuisent à la réussite de la potabilité de l'eau, puisque du coup, même si on essayait après, ce qui se passe, c'est que du coup, pour réussir à remplir la demande à la fois des gens qui gaspillent chez eux et à la fois pour combler les pertes sur les tuyaux de la commune, on serait obligé d'avoir des investissements très forts pour avoir des sites de traitement très gros
et qui ne sont pas supportables par la commune. Et donc, il faut faire effectivement, c'est la priorité de faire la chasse à ces fuites et à ce gaspillage. Et justement, j'ai de la famille qui vient juste d'avoir un compteur et qui avait ces mauvaises habitudes de gaspillage. Et depuis le compteur, bizarrement, il y a moins de gaspillage. C'est à ça que ça sert finalement, l'utilité d'un compteur, Mathieu. Le compteur, évidemment, permet en fait à facturer au réel. Alors des fois, ça fait pas plaisir parce qu'on passe souvent d'un forfait à l'année où on facture ensuite au réel en fonction du mètre cube consommé. Et du coup, comme tu le dis, les personnes sont beaucoup plus vigilantes et baissent d'elles-mêmes leur consommation, réparent leurs fuites, évitent d'arroser la route. Et au final, on l'a souvent constaté, ils payent moins cher en étant facturés au réel que lorsqu'ils étaient facturés au forfait auparavant. Donc oui, la mise en place du compteur va permettre en tout cas d'avoir une meilleure gestion globalement de la ressource. À titre d'exemple qu'on a eu, alors certains qui datent, mais d'autres un peu moins, PAPET et PLE, on a pu quasi diviser par 3 le volume qui était prélevé dans le milieu naturel. PAPET, en 1992, on prélevait 18 millions de mètres cubes. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire 9000 piscines par an. Pas grand-chose. Aujourd'hui, on en prélève plus que 6 millions de mètres cubes, alors que la population elle a augmenté. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme dit Robin, on a travaillé sur les canalisations, on a réparé les canalisations, on a mis des compteurs chez les gens pour faire en sorte qu'ils consomment aussi moins. Et du coup, alors, je crois que la Fatawa a toujours coulé. Mais si on fait le parallèle avec Pialé, du coup, maintenant, la Nawata, elle coule. Alors qu'on me disait qu'à des époques, en période d'étiage, je t'en parlais, la Nawata, il n'y avait plus d'eau. Maintenant, il y a de l'eau. Donc, ça permet une biodiversité qui revient dans le cours d'eau. C'est hyper important de réduire au maximum le prélèvement sur la ressource, même si on a beaucoup d'eau sur Tahiti. On parle du compteur, mais Robin, est-ce qu'il y a d'autres astuces qui permettent de limiter ce gaspillage ou finalement est-ce que c'est juste la prise de conscience de la population? Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a un gros rôle à jouer dans la prise de conscience, dans l'éducation. On a beaucoup de communes, nous, qui nous sollicitent pour des supports de communication pour diffuser dans les écoles. Lors des journées mondiales de l'eau qui a lieu au mois de mars, on est très sollicité pour diffuser des supports de communication qui visent à sensibiliser aujourd'hui notre jeunesse à les bons usages de l'eau, éviter le gaspillage et puis aussi se rendre compte en fait que arroser la route, ça consomme X litres d'eau, c'est peut-être un petit peu superflu et que quand je fais ça dans une commune je ne vais pas citer de nom, mais dans une commune des Marquises qui connaît des sécheresses régulières, du coup, j'impacte un petit peu le réseau de toute la commune, en fin de compte. Alors, tu nous as donné cet exemple d'arroser la route. Termine notre émission en étant concret. Est-ce qu'il y a des petits tips à la maison que je peux avoir pour éviter le gaspillage? Et du coup, éviter d'avoir aussi une facture élevée. Tout à fait. Alors déjà, aujourd'hui, quasiment tous les compteurs qu'on a à la maison sont équipés de petits dispositifs visuels qui permettent de détecter les fuites. Donc du coup, il suffit d'aller voir son petit boîtier compteur qui est généralement en bordure du terrain à côté de la route et puis de regarder est-ce que pendant la journée, quand personne ne consomme de l'eau à la maison, est-ce que mon compteur tourne? Si oui, j'ai une fuite. Voilà. Donc du coup, on peut s'en apercevoir comme ça. On peut également, le soir, avant d'aller se coucher, tout le monde a fait ses besoins avec l'eau, on ferme le compteur, on ferme la vanne après avoir utilisé l'eau. Voilà, après avoir utilisé l'eau, on note la valeur du compteur et puis ensuite le matin en se levant, on vient voir le compteur de nouveau. Si la valeur a augmenté, c'est qu'on a une petite fuite qui a fait perdre de l'eau toute la nuit. Donc voilà, par exemple, un petit tips pour savoir si est-ce que chez moi déjà il y a des fuites. Okay. Mathieu, est-ce qu'on a d'autres... tu veux réagir, Glenda? Par exemple, chez les particuliers, il y a aussi possibilité, par exemple, d'équiper sa robinetterie ou ses douches de réducteurs de débit, en fait. Donc, du coup, au lieu de soulever et puis ensuite d'avoir le gros débit qui arrive, c'est de manière progressive. Donc, il y a ça aussi, ces équipements-là qui peuvent équiper les maisons aussi. On peut aussi avoir des petites astuces comme l'arrosage ou ne pas ouvrir l'eau pendant qu'on est en train de se brosser les dents, par exemple. Oui, la douche, privilégier la douche plutôt que le bain. Alors, il n'y a quand même pas beaucoup de bains ici, mais en effet, l'arrosage du potager, le faire plutôt en soirée, ça évite l'évaporation. Et dans le meilleur des cas, tu fais l'arrosage et le bain en même temps. Tu peux essayer, mais c'est quand même pas super pratique, mais tu peux essayer. Non, voilà, quand on lave la salade, on réutilise l'eau de lavage. Il
il y a en effet plein de choses qui doivent nous permettre de diminuer la consommation. Le gros, je rejoins Robin, c'est les fuites. Surveiller son compteur. Dans certaines communes, il y a des relèves qui sont automatiques, qui permettent d'avoir des alertes fuites lorsqu'on a une fuite. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de mieux gérer sa consommation et derrière aussi mieux gérer le budget. Parce que l'eau, c'est un coût et donc ça permet à tout le monde d'économiser aussi de l'argent. Rapidement, vraiment pour terminer l'émission, Robin. Pour terminer, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on a un archipel qui est number one pour les tips de réutilisation de l'eau, c'est les Tuamotu. Et du coup, il suffit de passer quelques jours là-bas et de regarder comment les gens font pour économiser son eau, parce que là-bas, c'est de l'or. Et au pire des cas, si vous n'avez pas de la famille au Tuamotu, vous pouvez faire un tour sur les différents sites de nos invités, à savoir service-public.pf/DSP pour la direction de la santé publique. Ensuite, nous avons aussi le site de la SPC.pf, SPC.pf, pardon. Et enfin, pour la Polynésienne des eaux, c'est polynésienne-d-o.pf. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de notre émission, on se retrouve demain. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. On se retrouve demain 17h. Maururi totatu faririra trahoma parhean.